Salut, moi c'est Fred. Et moi, c'est Hello. On est tous les deux passionnés par les arts du film depuis plusieurs années. Ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre de la créativité dans notre garde-robe pour qu'elle soit à notre image. Une image comme nous, gourmande et généreuse. On espère que votre latte est prêt, le nôtre est chaud et on vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Jobert pour parler ensemble de couture. De couture, oui, certes, mais surtout de couture de maillot de bain. Le maillot de bain, c'est une pièce qui est très particulière puisqu'on la coud avec un tissu qui va être non seulement extensible, mais aussi très très lisse et fuyant. Donc il y a pas mal de techniques à connaître et on va aborder le sujet pour pouvoir vous lancer. Bonjour Charlotte. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de maillot de bain. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter et nous dire un petit peu qui tu es, parce que peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Donc parler un petit peu de ton travail et de toi. On t'écoute. Ok, c'est pas évident ça. Oui, c'est vrai. Alors, moi je suis Charlotte Jobert, donc je suis de base styliste modéliste en lingerie et maillot de bain. Donc j'ai une vraie formation. J'ai fait une école d'art appliqué, une école de mode, et je me suis spécialisée dans la lingerie par la suite. Alors j'ai une marque de patrons et coffrets qui vont être vraiment dans le secteur de la lingerie et du maillot de bain, et parfois j'adore faire des petites exceptions et aussi faire tout ce qui va être produits prêt-à-porter, ce que j'appelle plutôt mailles pour les fêtes, pour l'été. J'aime bien avoir quelques produits comme ça aussi en plus. Je suis aussi professeure sur la plateforme Artésane depuis, je crois que je ne compte plus, mais 7 ou 8 ans maintenant. Voilà, où on peut retrouver des cours de lingerie, de maillot de bain, de sportswear aussi, parce que c'est quelque chose aussi que je fais. Et je suis auteure chez Mango Édition de 3 livres, voilà, dans le sport et dans la lingerie. Bravo. C'est non. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta pratique de la couture ? Donc peut-être qu'on va venir au maillot de bain après, mais déjà nous expliquer un petit peu comment tu as commencé la couture et nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ton travail, de créer une entreprise aussi, parce que c'est deux choses différentes de pratiquer la couture un amateur et puis d'en faire son travail. Alors la couture, je l'ai vraiment commencé toute petite, je pense, par le biais de ma grand-mère. J'ai vraiment ce souvenir où je suis... donc elle avait cette vieille machine Singer magnifique que j'ai toujours, bien sûr, que j'ai absolument gardée, à pédale, et je me vois en fait sur ses genoux. Et elle était en train de coudre, et ma grand-mère, c'était « Oh, j'aime bien ce rideau qui est dans la maison, mais je le verrais bien en robe. » Donc elle enlevait les rideaux, elle découpait dans les rideaux et elle faisait une robe. C'est génial. Voilà, c'était ça. Et même on avait une envie de déguisement, on n'avait pas de tissu, elle prenait ce qu'elle avait, quoi. Elle aurait pu enlever tout le canapé, quoi. C'était ça. Donc j'ai cette image-là. Ma mère aussi, quelqu'un qui est extrêmement manuel, donc je pense qu'elle tenait aussi de sa maman. Et vraiment, j'ai vu ma mère nous habiller tout ce qui était les poupées, nos Barbies. Donc c'est vrai que j'ai vécu dans un milieu artistique, que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père quand même, vraiment dans les deux cas. Donc c'est vrai qu'il y avait ça toujours, et puis j'avais envie de commencer la couture, mais j'étais jeune, et donc il y avait des cours de couture, mais à la main. D'accord. Donc on apprenait à écrire son nom, tout ça, donc sur des petits coussins, tous les points. Donc j'ai commencé ça, je crois que j'étais vraiment très jeune, je dois avoir 7 ans. Et j'ai fait ça pendant quelques années. J'aimais bien parce que dans cet atelier, il y avait un canapé, on se posait sur le canapé, on était avec notre petite aiguille à la main. Enfin, voilà, il y avait un truc déjà très un petit café, un petit thé, un petit biscuit. Enfin, voilà. Salon de couture. Salon de couture. Et c'était hyper agréable. Et je me rappelle que j'avais déjà, ça me mettait une petite puce à l'oreille, je pense, dès le départ. Et alors j'ai eu, en fait, quand j'ai fait mes études, avant de rentrer en école d'art appliqué, en fait j'ai eu 2 choix, 2 voies qui me passionnaient. Donc je savais que je voulais aller dans le milieu de la mode, dans le sens très très large. Et j'avais un autre milieu qui m'intéressait beaucoup, c'est que je voulais être océanographe.
D'accord. Donc, rien à voir. Ah, c'est trop mignon. Donc, c'est-à-dire rentrer dans la marine, Ok. partir à Brest et après partir dans des études d'océanographie. Donc, vraiment, on n'était pas du tout sur le même chemin. Bon, ça veut dire qu'il faut être très, très, très bon en maths, très bon sciences physique, chimie. Enfin bon, ouais, des matières où moi, les maths, c'était pas vraiment ça. Et il y avait aussi d'autres choses qui empêchaient, on va dire, de pouvoir rentrer dans la marine. Mais voilà, c'était vraiment deux choix vraiment particuliers pour moi. Et donc, j'ai choisi cette voie-là parce qu'en fait, je pense que c'était vraiment une évidence. Et après, je vous expliquerai comment j'ai lié un peu mes deux passions ensemble. Et donc, il y avait ça. Et en fait, dès le départ, moi, je m'étais dit, quand j'étais plus jeune, mes parents, ils avaient une entreprise. Je m'étais dit, mais jamais de la vie, j'ai une entreprise. D'accord. Jamais. On peut changer d'avis. Voilà. Clairement. Et parce que je voyais mes parents aussi trimer au travail. Ils avaient une boîte. Ils ont racheté une société, ils ont vécu leur vie et après ils ont racheté une société sur le tard. Mais vraiment, mon père c'était un entrepreneur dans l'âme, il a eu plein de boîtes. Ma mère a travaillé à l'hôpital, donc rien à voir. Et donc c'est vrai que je m'étais dit, mais les horaires, tout ça, la vie qu'ils ont, nous on était très jeunes, donc on a empathie aussi de ça forcément. Et puis bon voilà, ne jamais dire jamais clairement. Et en fait quand je suis rentrée dans le secteur de la mode, donc j'ai eu je suis rentrée dans différentes entreprises. Donc j'ai travaillé chez Etam, je travaillais chez Nelly Rodi en agence de tendance et après je travaillais pour une marque de sportswear. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place en tant que salariée. Je me sentais pas moi-même et surtout j'étais très frustrée. Ouais. J'avais une sorte de boule d'angoisse et de frustration. J'apprenais beaucoup, j'ai adoré ces entreprises. Mais j'étais pas moi. Voilà, le matin, j'avais envie de me lever, mais pour bosser sur mes projets à côté. Oui, il te manquait la touche personnelle. Exactement. Et il s'avère qu'en même temps que je travaillais sur la dernière société, j'ai eu Artisan qui m'a approchée, Anne-Sara du coup, puis Mango, donc les éditions Mango. Et donc j'ai commencé à mettre un pied dans quelque chose que je ne connaissais pas trop, parce que quand on sort du milieu de la mode, c'est très large, mais on est plutôt dans le produit fini, dans la production, créer une marque, aller produire dans les usines. Enfin voilà, c'est complètement différent. Et j'ai mis un pied dans le do-it-yourself. Et je suis tombée amoureuse. Donc merci Anne-Sara. Mais voilà, et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Et je pense qu'après, ça a fait son petit bout de chemin. Au final, je suis partie de la société. J'ai eu une première société vraiment dans le secteur de la mode, avec du produit fini, avec de la production. Bon, je me suis rendu compte qu'en final, c'était pas pour moi. Et donc, j'ai clôturé cette boîte, je me suis séparée de mon associé. Et il a fallu rebondir en un mois et demi, donc ça a été très rapide. Et ce projet de boîte, je l'avais depuis longtemps. Je m'étais dit, quand est-ce que je me lance dans l'aventure ? Et j'ai dit, bon, go, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Et au final, parfois, on travaille sur des projets pendant des années. En se disant oui donc dans 6 mois faire ci ou voilà. Ça et on le fait pas. Et en fait en un mois et demi la boîte était montée. Donc c'est assez fou. Après j'avais la chance d'être très très bien entourée, d'avoir des gens autour de moi qui m'ont aussi bousculée, parce qu'il faut se bousculer quand même. Voilà. Faut un peu violence. Faut se faire violence. Sortir de sa zone de confort. C'est ça. Donc il y a eu quand même une violence quand même pour pouvoir tout monter, être rapide. Mais j'avais la chance d'avoir des fournisseurs avec qui je travaillais depuis des années et qui m'ont suivi aussi. Donc voilà, ça. Et puis l'entreprise. Donc là, on attaque notre 3e année. Donc voilà, on verra bien. L'aventure continue. Donc voilà un peu comment ça s'est passé sur la création de ce bébé-là. C'est super intéressant parce que parfois on repousse tout le temps, on s'imagine des projets. On les fait jamais et quand on n'a pas le choix, en fait, on se rend compte qu'on est capable de... Exactement. J'étais un peu devant le mur. J'étais à Paris, j'avais un appartement. Il fallait payer son loyer. Il y a aussi la situation économique, financière, c'est hyper important parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, encore dans la partie créatrice de patron. Oui. On reste des sociétés, on reste des entreprises. Avec des charges. Voilà, surtout quand on est sur des certains statuts qui sont forcément un peu plus onéreux, mais moi j'ai Océane aussi, donc j'ai une salariée, il faut quand même qu'elle puisse manger tous les mois. Donc voilà, donc c'est important aussi de créer en un mois et demi un business plan, de se dire ok, est-ce que c'est rentable, pas partir dans un truc qui va pas forcément être rentable. Enfin voilà, j'arrive à un point de ma vie où
où il fallait que je trouve un vrai projet de vie que j'avais pas trouvé avant, mais si j'avais ce projet de vie, que c'était ok sur la partie business plan, que tout, il fallait y aller en fait. Je me donne corps et âme là-dessus, mais il fallait que dès le départ je me dise ok, donc là peut-être que dans 6 mois je vais pouvoir me payer, ce qui est déjà très bien quand on a une boîte de pouvoir se payer dans la première année. Parce que derrière je voulais grandir, je voulais pouvoir embaucher, je veux que cette société elle puisse vivre et qu'elle fasse vivre aussi parfois quelques personnes en plus quoi. C'est trop intéressant, je trouve. En tout cas, merci de partager ton parcours. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet de la couture des maillots de bain, parce que je pense que ça intéresse énormément de monde. Ouais. Et ça peut aussi impressionner, parce que les maillots de bain, c'est forcément des matières qui sont extensibles, parfois qui peuvent être plus fuyantes que d'autres. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de donner quelques conseils, enfin, surtout toi, parce que c'est toi la spécialiste plus que moi. Est-ce que tu peux, du coup, peut-être que c'est le moment où tu peux nous expliquer comment tu as fait pour lier ta passion entre la couture et... C'est vrai que c'est un très bon enchaînement. C'est vrai que je reviens un tout petit peu avant, quand j'étais à S-Mode, quand je suis rentrée au tout début en première année, j'étais pas du tout partie pour faire de la lingerie ou du maillot de bain. Quand on rentre à S-Mode, donc en école de mode, on se dit je vais être créateur, mais on sait pas trop vraiment. Et en fait, il s'avère qu'au bout de la 2e année, il faut faire des choix pour sa 3e année pour se spécialiser. Et en fait, au fur et à mesure de ma première et ma 2e année, moi, mes dessins, c'était toujours très près du corps. Je parlais toujours du corps de la femme, toujours au milieu de la danse. Ce sont des choses qui sont très importantes pour moi, et le milieu de l'eau. Donc j'avais toujours un mélange des trois, et à un moment mes professeurs ils m'ont dit non mais Charlotte, en fait t'as pas le choix, c'est la lingerie, ça parle tout seul. Et j'avais peur de m'ennuyer. Je me suis dit je vais m'ennuyer en 3e année, c'est des petites pièces. Mais j'ai fait confiance, je me suis dit effectivement, je fais tout le temps des bodys, je fais tout le temps des maillots, au bout d'un moment je vais pas partir en haute couture quoi. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en 3e année, ça a été la révélation. Vraiment, c'est ma plus belle année. J'ai adoré. Je me suis trouvée. Et j'ai vraiment aimé modéliser, travailler le patron, la gradation. Tout ça, ça a été vraiment un vrai bonheur. Et surtout au niveau de la création, je trouve que du coup, il y a plein de choses à faire en lingerie à maillot de bain. Et en fait, c'est comme ça où je me suis dit, ma passion, qui est la danse et l'océan, l'eau, la mer, tout ce qui va toucher quelque chose de très liquide, très fluide, on va tout mêler ensemble. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai une passion, que j'adore faire du maillot de bain, comme j'adore faire de la lingerie, parce que je trouve qu'on peut parler encore plus du corps de la femme. Et le maillot de bain, il y a ce rapprochement avec l'eau que j'adore. Voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais donner nous dire en fait si on peut, selon toi, se lancer dans la couture de maillot de bain quand on débute, ou alors peut-être pas quand on débute, mais quand on a juste des bases de couture, qu'on a fait par exemple un vêtement. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Parce que je pense que beaucoup se posent la question de savoir si elles peuvent y aller, ou si c'est pas la peine de... Alors, en soi, moi, j'ai des clientes qui ont parfois jamais cousu, en fait, de chaîne et trame. En fait, c'est l'appréhension. Je la refais. L'appréhension de la matière, pardon. C'est vraiment ça. En fait, c'est quand on a l'habitude de travailler du chaîne et trame, c'est des matières qui sont bloquées. On va pas travailler pareil avec des matières comme de la maille, comme des matières maillot de bain. On n'a pas la même façon de travailler, on n'a pas les mêmes outils aussi parfois. Donc tout est possible en soi, mais pour se rassurer, c'est toujours bien. Moi je dis toujours le produit le plus simple, c'est de faire une petite culotte. Oui, c'est vrai. Ouais. On peut faire une petite culotte lingerie, mais dans la même culotte, on peut se faire une culotte maillot de bain. Voilà, un petit bas maillot de bain. Donc déjà ça permet, alors bien sûr en matière avec de l'élasticité, pas une culotte chaîne et trame, sinon ça va pas dans ça passera pas. Mais voilà, une petite culotte en maille, déjà on appréhende la matière, on va faire une pose d'élastique, et si on fait la même version en maillot de bain, du coup on voit la matière maillot de bain qui peut bouger différemment en fonction de ce qu'on a utilisé pour la lingerie, et surtout la pose de la minette qui peut faire très peur. Mais c'est toujours bien, en fait c'est juste que c'est rassurant. En fait, d'avoir dire, ok, j'ai déjà fait un petit produit, même s'il n'est pas parfait, et rien n'est parfait, et c'est normal, c'est très bien. Donc après, pour ce genre de premier produit, on peut prendre une petite matière qui coûte pas trop cher. Alors l'avantage de la culotte, c'est qu'on peut la coudre dans des chutes de jersey. C'est vrai, ouais. Donc ça, c'est l'avantage. Et
Et pour la culotte maillot de bain, on peut commencer avec un tissu, vous savez, le petit lycra brillant qu'on trouve un peu partout. Petite matière juste au corps, j'appelle ça comme ça. Oui, c'est vrai. Mais bon, parfois on en trouve des pas trop chers, ou je pense que c'est bien pour commencer. Et pas avoir peur de se tromper ou de faire un truc qui est pas portable en fait, parce que c'est comme ça qu'on progresse, je trouve. Exactement. Le but, c'est pas forcément d'avoir un produit fini dès la première réalisation. C'est de se dire qu'on va apprendre la technique et après la pratiquer. Et c'est impossible. Enfin, oui. Voilà, c'est impossible d'avoir un truc. Moi, je dis toujours, c'est impossible d'avoir un truc parfait. On n'est pas des usines de production. Oui. En fait, faut se dire qu'en plus, en lingerie maillot de bain, quand on est on fait de la production, on est sur plusieurs machines. On va avoir une machine qui va faire l'élastique, une machine qui va faire le surjet, une machine qui va faire le point zigzag. Enfin, donc forcément, nous, on n'a pas tout ça. Donc, faut faire avec la machine qu'on a. Et parfois, on n'a qu'une machine. Parfois, on a une surjeteuse en plus. Donc, on peut s'approcher d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à un produit fini qui sort de production, et c'est pas grave en soi. Il y a rien de grave si c'est pas le cas, parce que le but c'est de faire quelque chose de soi-même. Et je pense que, en fait, j'ai remarqué beaucoup quand je faisais beaucoup d'ateliers que vous mettez une pression pour coudre. C'est vrai. Hein. Mais parfois, j'avais un point zigzag, un petit bout qui avait sauté, et elle voulait tout découdre. Mais non, on laisse. Il y a personne ne le sait. C'est ça. Personne ne le voit. Et c'est fou, cette pression pour que ça soit parfait. Mais en fait, moi, je pars du principe que rien n'est parfait. On peut toujours s'améliorer, et tu as exactement raison, c'est la pratique. Plus on va poser d'élastique, plus on va poser de laminette, plus on va comprendre et on va s'améliorer. Du coup, peut-être qu'on peut enchaîner directement sur l'équipement, parce que justement, tout à l'heure, tu disais qu'on n'a pas des machines d'usine, et c'est vrai, on a souvent soit une machine à coudre, soit une surjeteuse, soit les deux. Est-ce que tu peux nous dire si tu penses que c'est possible de se lancer dans la couture d'un maillot de bain même si on n'a pas de surjeteuse? Parce que c'est vrai qu'on voit la surjeteuse parfois comme le Graal quand on l'a pas. C'est vrai. Et on se dit oui, je peux rien faire sans, mais peut-être que c'est à nuancer. Alors, je pense qu'on peut totalement coudre son maillot de bain et même sa lingerie que à la machine à coudre. Pas forcément besoin d'investir dans une surjeteuse, je vais dire au départ. Oui, voilà. En fait, après, quand on y prend goût et quand on a envie de coudre de la maille, quand on a envie d'aller plus loin, quand on a envie d'avoir des finitions pratiquement pas parfaites, mais des très belles finitions, et bien, en fait, on se rend compte que la surjeteuse devient indispensable. Mais en soi, par exemple, moi, dans mes livrets, j'explique comment réaliser à la surjeteuse ou sans la surjeteuse, donc quel point utiliser qui va le plus se rapprocher ou qui va bien garder l'élasticité de la matière. Donc, en fait, on trouve toujours un autre biais pour ne pas utiliser forcément la surjeteuse. Après, voilà, la surjeteuse, c'est un confort. C'est vraiment un confort avec de belles finitions, ça va plus vite, et aussi des coutures qui vont mieux résister dans le temps. On est sur des matières stretch, mais en plus, on a un corps, donc notre corps, il bouge. Donc forcément, on a besoin d'avoir des coutures qui se tiennent bien, parce que peut-être que juste avec un petit point stretch, peut-être qu'au bout de 2 ans, il y aura peut-être un petit trou sur la culotte, ce qui peut arriver. Enfin voilà. Donc c'est aussi ça, c'est un confort la surjeteuse, mais en général quand on commence à coudre de la lingerie, du maillot de bain et qu'on aime ça, ou des produits mailles, on investit un moment dans une surjeteuse. C'est vrai. Voilà. Et ça après, permet de se laisser le temps de voir si ça plaît ou totalement. Si ça plaît pas. Totalement. Et après le Graal au-dessus, pour moi c'est la recouvreuse. Ouais. J'avoue que du coup on en a une là, et bon depuis on fait plus trop de double aiguille à la machine, mais j'ai fait pendant des années ma double aiguille à la machine et c'était très bien hein, franchement. Mais c'est vrai qu'après, est-ce que tu peux expliquer un petit peu la recouvreuse pour celles qui savent pas? Alors la recouvreuse, ça va permettre vraiment de créer des finitions qui vont vraiment être liées à la maille. Donc on va avoir ce qu'on vous avez souvent en bas de vos t-shirts. Donc on va avoir une simple ou une double, parfois une triple aiguille. Donc en fait vous avez un point droit sur l'endroit et vous avez un point de chaînette en fait sur l'envers. Et en fait ça permet de garder l'élasticité et d'avoir une très belle finition, qui est une finition de produits finis qu'on peut acheter un peu partout. Donc ça c'est vraiment la petite finition en plus sur du maillot, c'est magnifique. Sur de la lingerie aussi c'est très beau. Ça évite parfois de faire le point zigzag tout simplement. Donc c'est une nouvelle finition.
Pour toutes les robes en maille, tous les produits, les t-shirts, les pulls, les sweats, on peut vraiment utiliser ce point-là. Et quand on n'a pas de recouvreuse, on va utiliser une aiguille double qu'on peut tout simplement mettre sur sa machine à coudre. Et ça fait très bien aussi le taf, hein. Mais c'est vrai que voilà, quand après on commence vraiment beaucoup à coudre, je sais que bien sûr c'est un investissement, mais on passe souvent aussi à la recouvreuse. J'ai beaucoup de clientes maintenant qui commencent à avoir un parc machine avec du tout. Elles sont au top. Ouais. Elles peuvent affronter n'importe quelle situation, n'importe quel de tes patrons. Et on va peut-être passer du coup au sujet des matières, maintenant qu'on a vu son équipement, machine à coudre et tout ça. On va regarder un petit peu si tu peux donner des conseils pour choisir ces matières, parce que c'est vrai que la matière extensible et la maille, ça recouvre énormément de choses. Ouais. Donc, on peut être un peu perdu quand on commence. Donc, là, on va se focus sur les maillots. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut choisir sa matière de maillot, sa doublure aussi, parce que c'est pas forcément toujours facile d'en trouver, et nous parler de la laminette. Alors, c'est vrai que les matières maillot de bain, je pense qu'il faut, pour que ça soit plus simple, faut surtout partir de son modèle. C'est-à-dire que si on a un patron, on sait qu'on veut faire tel maillot, il faut déjà analyser son maillot de bain. Est-ce qu'il est doublé dans le même tissu ou pas? S'il est doublé dans son même tissu, pourquoi? Est-ce qu'il a besoin d'une doublure qui va être différente? Et en fonction de ça, en fait, on va pouvoir choisir la matière. C'est-à-dire que si on a un maillot de bain où on sait qu'on va avoir besoin d'un grammage qui va être un peu plus important ou d'un bon maintien, et bien du coup, on va se diriger forcément sur une matière qui va être un peu plus épaisse. Mais si on trouve une matière fine, c'est pas grave. Il faut juste adapter. Alors souvent, je dis qu'on est souvent entre 3 tailles. On a sa taille de base. Imaginons, on fait un 38. On a sa taille en dessous, le 36, et on a sa taille au-dessus, le 40. Et en fait, c'est normal de naviguer entre 3 tailles en fonction du modèle, mais surtout en fonction des matières. Un exemple simple, si je prends un maillot de bain, une pièce très simple, et que je le double dans sa même matière, eh bien, je vais conseiller de prendre une taille au-dessus. Parce qu'il suffit que la matière elle soit un peu plus épaisse, et bien si on ne rajoute pas une taille, on va se sentir un peu serré dans son maillot. Voilà, ça va être un peu effet très galant. Le choix de la matière, ça peut expliquer que parfois on trouve un patron trop petit, alors qu'on avait choisi la bonne taille au niveau du tableau des tailles. Oui, d'ailleurs, ça c'est important, on ne l'a pas dit, mais déjà regarder le tableau des tailles de son patron, parce que d'une marque à l'autre, ça peut changer. Et choisir sa taille en fonction. Et après, adapter sa taille en fonction de la matière, quoi. C'est ça. En fait, il faut savoir que quand on crée un patron, alors pas forcément sur la production, si on est sur une usine, on va envoyer un patron. On va envoyer un patron maillot de bain. Le taux d'élasticité, en fait, le maillot de bain, il a été réalisé pour tel tissu qui a tel taux d'élasticité. Il a été créé. Donc, à chaque fois qu'il y a une modification de tissu, on change le patron. Là, on peut pas faire ça, sinon on s'en sort pas. Du coup, il faut savoir naviguer entre ces tailles. Et donc ça, c'est à force, pareil, c'est la pratique, à force de toucher, à force d'essayer, à force de faire des prototypes. Ça, c'est très important. Et bien, en fait, on va venir déjà analyser. Il y a des matières maillot de bain qui vont être très fines. Donc, si le maillot de bain, une pièce, on peut le doubler dans sa même matière, mais que mon maillot, la matière, elle est très très fine, bah, du coup, il n'y a pas de problème. Ou sinon, si elle est un peu épaisse, ah ben tiens, je vais le doubler dans une doublure mousse. Donc une doublure qui va être beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, avec un très bon taux d'élasticité. Et du coup, j'ai pas cet effet ultra gainant que je ne souhaitais pas à la base. Donc en fait, le choix patron matière est vraiment très très important. On peut pas partir comme ça à l'aveugle sur ces deux. On peut pas assembler ces deux-là n'importe comment. Après, en termes de matière maillot de bain, donc en général, on est sur soit du polyamide avec de l'élastane, soit polyester polyamide avec de l'élastane. Enfin voilà, il y a des mélanges un peu comme ça. Il y a des maillots de bain en chaîne et trame, parce que ça existe, il y a des patrons qui existent aussi. Alors moi, ce n'est pas mon cas, mais ça existe, donc ça peut être du coton, ça peut être des petites choses comme ça. Mais sur la spécificité matière stretch, voilà, en général, c'est ça. Et on dit souvent, je vais acheter du lycra, mais le lycra, c'est une marque, en fait, c'est une appellation. Et le lycra, ça peut être aussi du lycra pour de la lingerie, parfois, comme pour du maillot de bain. Donc, faut faire attention, c'est pas parce qu'on achète forcément du lycra qu'il est pour du maillot de bain.
La spécificité des matières maillot de bain, c'est qu'elles vont résister donc déjà à l'eau, mais à l'eau salée, au chlore, au mouvement. Si vous baignez dans une piscine, dans un jacuzzi, enfin dans n'importe quoi, il faut que le tissu puisse tenir. Et pas quand tu sors de ta piscine que ton truc il est en train de complètement de dégueuler et ça t'as plus aucun maintien. Oui. Donc là il y a un problème de matière. Donc c'est pour ça que la matière est vraiment très importante. Et je sais que c'est compliqué du coup de se produire des très bonnes matières maillot de bain. Donc il faut faire confiance aux marques, je pense, qui en proposent, qui sont spécialisées, et parfois aussi on en trouve dans des merceries. Il y en a qui sont de très très bonne qualité, mais en fait faut y aller. Quand on n'a pas l'habitude, faut aller en magasin, faut toucher, faut vraiment. En fait, plus on va toucher la matière, plus on va comprendre. Oui, c'est vrai. Par exemple, Océane, quand elle est arrivée, donc Océane c'est la personne qui travaille avec moi, c'est ma collaboratrice. Elle n'avait jamais cousu de lingerie. D'accord. Ni de maillot de bain. Ok. Voilà. Et puis maintenant, ça y est. Donc là, ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi qu'elle est avec moi. Et là, on sent que ça y est, enfin, là, elle me fait, là, je le prends dans tel sens d'élasticité, là, ça va être plus du maillot de bain, là, ça va être plus de la lingerie. Donc en fait, c'est à force de manipuler. Oui. C'est vraiment ça. Mais je vous conseille toujours de prendre pas quelque chose de trop fin, parce que souvent on a tendance parfois de prendre un tissu maillot de bain qui va être un peu trop fin, d'essayer de trouver un bon compromis. N'hésitez pas à vous faire des carnets en fait avec vous achetez des petits bouts, des échantillons et vous les mettez dans un carnet avec vous l'avez acheté à tel endroit, il a tel taux d'élasticité, etc., etc. Et ça permet de se faire une bibliothèque quand on n'a pas l'habitude. Mais en fait l'idéal, moi je trouve pour se lancer, c'est pour ça aussi que j'en fais, c'est les coffrets. C'est-à-dire qu'on a envie de lancer un maillot de bain, mais qu'on n'a pas l'habitude. On peut acheter qu'une seule fois un coffret, mais au moins, on comprend la matière dont on a besoin pour ce modèle-là. Et ça permet, en fait, de racheter, de se couper un petit bout d'échantillon et de se dire, tiens, je vais dans un magasin, mince, il est un peu plus fin, celui que je trouve, mais c'est pas grave. Je vais le sous-tailler, du coup, etc. L'idée, c'est de jongler. On n'est pas comme sur du chêne et trame, où on se dit, ok, ma petite robe, je vais la faire en 40. Nickel, elle va tomber, je regarde mon tableau, c'est bon, j'ai acheté tel tissu. Oui, ça risque de mieux tomber que sur de la maille. Parce que entre une personne qui va faire une robe en maille avec tel tissu A et une autre dans un tissu B, il y en a une, ça va être une catastrophe. Oui. Parce qu'en fait, elle a pas surtaillé ou sous-taillé, et il y en a une, ça va très bien se passer. Donc, il faut avoir cette gymnastique-là, et ça, c'est à force d'en faire. Oui, exactement. En fait, c'est à force de coudre qu'on comprend les matières, je trouve... en les passant sous la machine, en voyant comment ça agit quand on coupe, quand on le coud, quand voilà quoi, il y a pas vraiment de secret en fait, c'est un peu l'expérience aussi. Et effectivement, les coffrets c'est une bonne solution. Et du coup, je voulais rajouter que la doublure, c'est pas juste pour que ce soit pas transparent, du coup, c'est pour la tenue aussi, parce que c'est vrai qu'on peut se dire que comme on a un tissu fin, ça peut éviter la transparence, mais c'est pas que pour ça. Oui. Donc il faut pas l'enlever si elle est prévue dans le patron, quoi. Et parfois aussi, il y a toute la technique de couture. Imaginons, on veut que toutes les coutures côté soient prises en fourreau. Mais pour ça, il nous faut un tissu et une doublure. Oui. Voilà. Donc après, en soi, si on a un tissu qui est très épais, qu'on veut pas de doublure, bon, pourquoi pas. Mais moi, je trouve ça toujours bien de doubler son tissu, soit dans sa même matière, soit en fonction du modèle, soit dans une petite doublure mousse. Moi, j'appelle ça une doublure mousse, donc c'est une petite doublure maillot de bain. C'est un petit tissu, c'est vraiment une petite maille qui va être un peu mousseuse. Alors en général, elle a un taux d'élasticité assez important. Elle peut être très molle. Oui. Et donc c'est un peu attention, warning, c'est-à-dire qu'elle peut aussi parfois un peu dégueuler. Alors moi, ce que je la conseille, c'est toujours de bien la laver avant et parfois lui mettre un peu de vapeur. D'accord. Comme si on allait décatir une toile, vraiment pour qu'elle puisse s'étendre, et au moins comme ça, quand vous coupez et qu'après vous portez votre maillot, vous allez laver, vous allez à la piscine, vous n'allez pas être surprise d'avoir parfois la doublure qui sort de son maillot, ce qui peut arriver. Donc sur la doublure mousse, il faut prendre vraiment une belle doublure mousse de qualité. Il y en a de plus en plus sur le marché, je trouve. Donc ça se trouve plus facilement qu'il y a 7-8 ans. Oui. Et la laminette. Alors la laminette, c'est un grand truc. Le sujet. Quand je parle de maillot de bain, j'ai l'impression de toujours parler de la laminette. Alors la laminette, c'est un élastique. En même temps, il faut donc. Ah oui, c'est hyper important. Alors à la fois, c'est un élastique. Il y a différentes. Moi, j'aime bien la laminette en caoutchouc.
Alors tout simplement parce que déjà, on peut en trouver de la pas très chère. Dans une mercerie, c'est quelque chose qu'on peut retrouver plus facilement, je trouve. Il y a différentes tailles qui existent, donc pour du particulier, on va avoir du 0,6, du 0,8, mais ça peut aller jusqu'à du 1, du 2 cm, enfin on peut aller jusqu'à du 0,4, enfin pour le coup, il y a plein de tailles différentes, donc ça permet de pouvoir faire plein de modèles aussi différents, d'imaginer plein de créations. Donc en général, elle existe en noir et en blanc. Elle n'est pas transparente parce que la fameuse petite laminette transparente, c'est du lastin. Et en fait, ça se met pour renforcer les coutures dans une robe en maille, pour faire des petites fronces. Mais je vous déconseille fortement d'utiliser ça pour du maillot de bain parce qu'en fait, votre maillot il va faire une saison. Il ne fera pas en fait, il va craquer. Il n'est pas fait pour vraiment se maintenir au chlore, au sel. Le chlore et le sel, c'est très fort, ça vient manger, ça vient grignoter. C'est pour ça que c'est hyper important de toujours bien rincer son maillot de bain. Et l'idéal, c'est de jamais le faire sécher au soleil. Pourquoi ? Parce que si on le fait sécher au soleil et par exemple qu'on l'a pas lavé, ben en fait, il y a des sortes de petites bulles et ça vient exploser. Et donc, c'est ça qui fait que parfois, on retrouve son maillot de bain, on veut le mettre l'année d'après et Oui. voilà. Là, c'est parce qu'on ne l'a pas bien entretenu. Donc, ça s'entretient en fait vraiment un maillot. Et après, il existe une autre sorte de laminette qui est plus une tresse en une sorte de coton élastique qu'on peut utiliser aussi pour le maillot de bain. Je sais qu'il y a des créatrices qui l'utilisent et qui préfèrent ça au caoutchouc. Moi, personnellement, je trouve ça trop épais. En fait, au niveau des cuisses, je trouve qu'on le sent. Donc oui, c'est mieux que le caoutchouc. Ça, je suis d'accord en termes de production. Mais c'est vrai que moi, autour de cuisses, quand on s'assoit, c'est moins fin. C'est moins confortable. C'est moins confortable. Mais après, pareil, ça, c'est une habitude et c'est ce qu'on préfère, quoi. Donc, c'est un choix. Ouais, c'est plus des préférences personnelles. Mais après, c'est pareil. Ça peut être bien de tester les deux, de voir ce qui convient et de... Mais en fait, surtout, pas hésiter à faire des prototypes. Exactement. Le prototype, alors ça, pour moi, c'est indispensable puisque du coup, comme on vient de dire avant, ça va changer, les tailles vont changer en fonction des matières. Le mieux du mieux, c'est toujours faire une toile dans la même matière, en fait, qu'on va utiliser. Bon, ça, je peux comprendre que du coup, c'est pas possible parce que ça peut revenir très cher. Mais il faut essayer de trouver une matière qui a le même taux d'élasticité. Moi, j'explique comment calculer le petit taux d'élasticité. Il existe plein de vidéos, je pense aussi peut-être YouTube où on explique comment calculer ce taux-là par rapport à un petit carré de tissu. Et c'est d'essayer de trouver quelque chose de similaire, avec un grammage similaire. Et comme ça, on peut partir sur un prototype qui va au mieux se rapprocher en fait de son produit qu'on va réaliser à la fin avec son beau tissu. Mais pour moi, c'est obligatoire de faire une toile en fait si on peut pas avoir de mauvaise surprise. Après, l'avantage c'est qu'on a l'habitude de prendre des patrons ou des coffrets chez une même créatrice. Bon, en général, on est à peu près sur les mêmes tailles et on commence à voir un peu comment elle taille, s'il faut rallonger ou pas. Ça, c'est vrai quand on a l'habitude d'une marque. Voilà. Et qu'on se retrouve un peu dans la silhouette, après, c'est plus facile d'ajuster et tout. Mais c'est vrai que la toile, c'est indispensable parce que, en fait, c'est une version un peu moins bien finie que la version finale qu'on va faire. Mais ça permet de voir comment ça tombe, si on a besoin de faire des ajustements, etc. Exactement. Et aussi bien comprendre le montage. Oui. En fait, forcément, comme on va en faire un et qu'après on va faire le beau, entre guillemets, on aura fait tout le montage avant, donc il y a moins ce stress déjà de dire je vais faire une erreur. On a tout en tête, on peut juste se reprendre, on peut se référer à sa toile. Enfin, c'est même plus agréable, je pense. Alors oui, ça prend plus de temps. Oui, c'est ça. Je sais que on va avoir la réflexion. Mais c'est toujours mieux en fait pour avoir En fait, on est sur la lingerie maillot de bain. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on est au plus près du corps. Et en fait, plus on est près du corps, plus c'est compliqué en termes de modélisme. Parce que on est toutes différentes et c'est ça qui est magnifique. Mais du coup, il faut forcément un patron, il peut pas s'adapter à toutes les morphologies. Donc ça peut parfois demander des ajustements. Parce que tout simplement, on va avoir une poitrine qui va être différente, un sein plus gros que l'autre. Parfois, il y a 2 bonnets parfois de différence. Enfin, voilà, on a des hanches plus ou moins développées. Donc, il faut en fait pouvoir adapter son patron. Et en fait, il faut pas avoir peur. Souvent, elles ont peur de modifier. Mais allez-y les filles, quoi. Modifiez, faites-vous plaisir. Et en fait, si vous vous trompez, tant mieux. Parce que c'est en se trompant
c'est en essayant déjà, c'est même pas en se trompant, c'est en essayant qu'on comprend déjà nous comment on est foutu, comment on doit modifier. Énormément, je trouve, à connaître son corps. Exact, et se regarder dans un miroir. Voilà. On se prendra en photo aussi parfois pour voir, demander à quelqu'un qui nous prenne en photo. Avec la toile, on voit mieux parfois les ajustements qu'il y aura à faire ou pas. Et puis porter peut-être un peu la toile quelques heures, etc. Parce que parfois, juste, on la passe, on a l'impression que ça va. Et oui. Puis finalement, sur la journée, au porter, c'est un peu moins agréable à tel ou tel endroit. Et le porter un petit peu, ça permet aussi de voir à quel endroit on a envie de modifier, quoi. Parfois, c'est juste une habitude de ne pas porter tel ou tel vêtement comme ça. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je t'ai coupé dans ton élan. Non, je pense que j'ai tout dit. Je suis en train de réfléchir. Après, moi, ce que aussi j'aime bien, c'est d'avoir des toiles claires. J'aime bien faire des prototypes, par exemple, sur une toile beige, donc vraiment comme si je faisais une vraie une toile dans du Chanel Tram, par exemple. Parce qu'en fait, je marque beaucoup. C'est-à-dire que j'y vais, quoi. Soit je suis dans le miroir et vraiment je me mets des coups de stabilo, des feutres. Tiens, on remonte là. Ça, on va venir l'échancrer plus. Enfin. Et en fait, je garde toujours, j'ai des cartons et des cartons de toiles. En fait, je garde toutes mes toiles. Je trouve ça hyper important parce que ça permet déjà de se rappeler, si on n'a pas noté, de tous les ajustements qu'on a fait sur un modèle. Et c'est vraiment une trace d'un travail, en fait. Donc, je trouve ça important. Donc, c'est que moi, j'aime beaucoup Alors oui, du coup, c'est pas une toile forcément portable. Ça dépend après de sa carnation de peau, mais bon, c'est vrai que moi, j'aime bien travailler sur des toiles beiges. Et je pense qu'il faut aussi... c'est vrai que tout à l'heure, tu disais que ça demande plus de temps. Mais je trouve qu'au final, après, certes, ça demande plus de temps puisqu'on fait 2 fois le vêtement, en fait. Mais au final, on est plus satisfaite et on a plus de plaisir à porter le vêtement fini que si on fait ça le plus vite possible pour pouvoir le porter. Au final, on est un peu frustré je suis d'accord parce que ça va pas, quoi. Du coup, tu nous as donné vraiment pas mal de conseils. Peut-être qu'on n'est pas obligé de faire des conseils de base, ou tu en avais noté d'autres? Si je dois faire un petit récap, c'est oser se lancer. Oui. Voilà. Oser se lancer. En fait, il faut pas avoir peur de ne pas y arriver. Oui, en fait, si on a envie, il faut tester. Voilà, il faut essayer. Ça coûte rien d'essayer. Voilà, ça coûte rien d'essayer. Et il faut s'enlever cette pression d'avoir un produit parfait, parce que c'est impossible, parce que on n'est pas parfaite et le monde n'est pas parfait et c'est normal. Et c'est comme ça qu'on apprend également. C'est à force d'en faire. Mais avant, il faut vraiment oser se lancer. Et je dirais aussi, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne matière et des bons outils. Parce que, en fait, si on n'a pas une bonne matière de base, ça peut nous dégoûter, en fait, de coudre du maillot de bain. On va dire, mais en fait, c'est pas du tout pour moi. Aussi, la machine, c'est-à-dire de bien comprendre comment est sa machine, quels sont les réglages à utiliser pour pouvoir coudre du maillot de bain et donc des matières stretch. Voilà, penser à bien faire un prototype, pour moi c'est important quand on débute aussi, même tout le temps. Et pas oublier que quand on a de la matière stretch, on peut naviguer entre plusieurs tailles. C'est important de le savoir et de pas être focus que sur sa taille. C'est normal de bouger. Mais la première chose, je dirais, de oser, parce qu'en général, toutes les personnes qui ont osé, derrière, c'est adopté. Donc, c'est vrai, et même d'oser des formes différentes de ce qu'on a l'habitude de porter, parce que parfois, on est convaincu que telle chose nous va pas. Et si, en fait, quand on l'essaye, on se dit, en fait, si, c'est vraiment pas mal du tout de tester des nouvelles formes, de pas avoir peur de sortir un peu de sa zone de confort, quoi. Ouais, et la machine, je trouve que c'est important parce qu'il y a des machines, vraiment, celles qui sont très très basiques, c'est dur de s'en sortir avec le lycra parfois. Ça peut être... Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que j'ai commencé S-Mode, j'avais une entrée de gamme, on commence en école, on a quand même beaucoup de frais. Et oui, j'ai la chance de pouvoir faire cette école-là, je tiens à préciser, avec un prêt étudiant, parce que je sais que c'est des écoles qui coûtent très cher, donc j'ai eu un prêt étudiant pour pouvoir réaliser ça et beaucoup d'aide de mes parents. Mais c'est vrai que on va pas acheter non plus la machine qui va coûter 2 000 €. Et je l'entends et c'est normal. Donc, j'ai commencé avec une machine d'entrée de gamme. Mais en fait,
pour vraiment être tout à fait honnête, j'ai fini ma 3e année en étant dégoûtée de la couture. J'ai fait ma collection de fin d'année, c'était une très bonne année, mais je n'avais plus envie de coudre. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec Pfaff et de découvrir des nouvelles machines. Moi, je suis team Pfaff aussi. Voilà. J'adore. Et j'ai eu une première machine, une deuxième, puis j'ai eu l'expression la dernière, là. Et là, j'ai fait, mais en fait, c'est le jour et la nuit. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, mais si j'avais eu ça à S-Mode, mais le feu, quoi. Le feu. En fait, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, la machine est très importante. Parce que oui, ça peut être infaisable parfois. Avec certaines machines qui sont d'entrée de gamme, parce que l'entraînement n'est pas suffisant, parce qu'on peut pas régler la pression de son pied. Et en fait, ça devient un enfer, en fait, pour la personne. Et c'est pas le but. Le but, c'est de prendre plaisir. Et c'est vrai que la machine sur ce genre de matière, ça joue énormément. Et bien sûr aussi des bonnes aiguilles. C'est vrai que je sais pas si on l'a pas dit. On l'a pas dit, mais une aiguille super. Moi, je prends l'aiguille super stretch parce que pour moi, c'est un peu le 4x4, c'est un peu le tout-terrain. Elle passe, on investit là-dedans, mais elle passe à la fois parfois de la lingerie et du maillot de bain. Je les trouve très bien, donc des super stretch. Ça m'arrive de changer, mais c'est vrai que là ça fait ça fait 1 an que j'utilise que de la super stretch, j'en suis très contente et ça passe tout type, je trouve, de tissu stretch. Mais voilà, c'est vrai que des bons outils, c'est hyper important. Et donc une bonne machine à coudre, et après d'investir en surjeteuse. Autant de se passer de la surjeteuse dans un premier temps, autant passer sur une machine à coudre qui peut coudre des maillots, c'est compliqué quand même. Ouais. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, par exemple, au salon Savoir-faire et Création, j'ai beaucoup de clientes, de personnes qui venaient sur le stand et qui me demandaient en fait si elles pouvaient faire ça avec telle machine. Alors, on va me montrer leur modèle. Et en fait, je disais, mais alors oui, en soi, vous pouvez, mais ça va être difficile. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une entrée de gamme, donc forcément ça va être compliqué. Enfin, au bout d'un moment, vous allez perdre patience parce que c'est ce qui arrive. Et on se dit c'est pas fait pour moi. Alors qu'en fait c'est pas vous là. C'est juste la machine qui suit pas le projet. Donc c'est vrai que c'est important, et toujours, je trouve, quand on achète une machine, à part si on connaît bien la marque, y a pas de problème, toujours l'essayer en fait. Oui. Parce que je pense qu'on a besoin quand même d'essayer d'avoir une petite formation. Il y a tellement, moi j'utilise, je pense, 20% de ma machine parce que c'est pareil. Elles sont tellement complètes. Après, ce qui est bien, alors c'est pas du tout pour faire la pub de Pfaff, c'est pas un partenariat ou quoi, mais moi j'ai des Pfaff, et c'est vrai que dans les magasins physiques, quand on achète en magasin physique, on vous propose des cours gratuitement après l'achat de la Pfaff pour vous expliquer comment marche la machine, et même avant de l'acheter aussi. Et moi je trouve que c'est génial parce que ça permet de comprendre l'enfilage plus rapidement, de s'entraider, parce que ça c'est pareil, on s'entraîne plusieurs fois, après ça vient tout seul en fait, et je trouve ça génial. Et je voulais te demander, est-ce que tu utilises un pied de biche en particulier ou le normal? J'utilise le normal, j'aimerais bien en trouver un beaucoup plus fin pour la lingerie. Pour le maillot, c'est bien d'en avoir un classique, franchement c'est très bien. Juste, je précise toujours, si on peut pas régler sa pression au niveau de son pied, tout simplement de prendre un pied en plastique et pas en fer. En métal, parce que tout simplement ça a plus de poids et ça appuie un peu plus. Et donc ça peut venir, on en parlera après, mais du coup détendre la laminette, tout ça. Donc voilà, soit un pied en plastique, soit un pied en métal, ou parfois il y a un mélange des deux. Mais voilà, essayer de trouver. Mais franchement, en maillot de bain, moi j'utilise un classique, c'est très bien. D'accord. Et oui. Et après, donc une très bonne machine à coudre, ça c'est sûr. Et après la surjeteuse, c'est vrai qu'on peut commencer par une entrée de gamme, je trouve. C'est quelque chose qu'on peut commencer vraiment sur un truc, voilà, bien. Moi, la mienne, je crois que c'est une entre guillemets basique de chez Pfaff aussi, mais c'est pas les derniers modèles avec l'enfilage automatique, même si j'aimerais bien, j'en rêve un peu parce que ça fait gagner du temps, mais c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses avec une surjeteuse. C'est ça, déjà d'entrée de gamme. Et après, quand on a envie d'aller plus loin dans ses projets, et bien voilà, on peut investir dans des surjeteuses qui sont en filage automatique, parce que forcément c'est plus rapide pour changer ses fils, parce qu'on change beaucoup de fois pour le coup ses fils sur la surjeteuse en lingerie ou en maillot de bain, pour que ça soit vraiment adapté au tissu. Et là, ça peut pas être mis dans une doublure, parfois ça se voit, c'est apparent, donc on a besoin de changer les fils, que ça soit joli, esthétique. Donc c'est vrai que j'avoue, moi j'ai commencé avec une Elna, une entrée de gamme chez Elna,
Et elle m'a fait toute ma scolarité. Puis bon, après, voilà, j'étais cool. Enfin, c'est terminé. Voilà. C'est terminé. Mais ouais, moi, j'ai la chance d'avoir l'Admiraire 5000 et la 7000, du coup, la recouvrose, qui sont toutes les deux à enfilage automatique. Et c'est vrai que la 7000, quand on l'a eu, j'ai eu une formation avec Océane, tellement compliquée, tu vois, et complexe, il y a plein de choses. Et en fait, tu te rends compte de toutes les possibilités. C'est ça ce que j'aime dans les machines. Tu te dis, mais en fait, tu peux faire des trucs de fou. Oui, niveau technologie, je trouve que c'est fou. Il y a une innovation incroyable quoi, dans les machines à coudre. J'ai l'impression quand même. Ouais. Et pour le fil, est-ce que tu aurais des conseils pour le choisir ? Parce que, par exemple, si on utilisait la surjeteuse, est-ce que toi, tu utilises du fil mousse, par exemple ou... Exactement. Pour la surjeteuse, je vais utiliser plus du fil mousse, que ce soit pour du maillot, pour de la lingerie. Donc, je mets mes... alors, il y a... Soit on peut les mettre dans les 4, si la surjeteuse, c'est-à-dire ces 2 boucleurs et ces des aiguilles. Moi, je fais souvent juste mes 2 boucleurs en fil mousse et je mets mes 2 boucleurs en fil polyester. Oui. Et après, j'utilise que du polyester pour la couture, même avec ma machine à coudre. Mais en fait, le fil mousse, ça permet de garder, il y a une certaine douceur, une certaine élasticité. Donc, c'est toujours mieux. Mais après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Oui. Ouais, parce que c'est aussi un investissement. Pour le coup, ça coûte quand même un peu plus cher qu'un cogne classique. Donc, Est-ce que, du coup, maintenant qu'on a parlé de l'équipement, etc., si on a un résultat qui ne nous plaît pas, ça arrive souvent qu'on fasse toutes les mêmes erreurs. Et des erreurs, on va dire, de débutantes ou des erreurs par lesquelles on va toutes passer. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont ces erreurs et peut-être comment les éviter ? Parce que c'est vrai que parfois on se dit « Ah, mais j'y arriverai jamais », alors que c'est quelque chose de tout simple à éviter. Donc, nous donner quelques conseils pour pas qu'on passe par ces moments de désespoir. En fait, pour moi, il y en a 2 qui sont importants. Alors, un qu'on a parlé un petit peu avant, c'est le fameux matière-taille. Oui. C'est-à-dire, on a son patron, enfin, je dirais même patron matière, patron taille matière. On a ces 3-là et c'est de bien se poser et de réfléchir. Pas se dire forcément, tiens, je fais un 38, je vais faire mon 38. Alors qu'en fait, non. Parce que sa matière le permet pas, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment se poser, toucher, calculer le taux d'élasticité pour éviter l'erreur de soit c'est trop serré ou soit c'est trop grand. Donc, il faut... ça, c'est important. Parce que ça, c'est une erreur qui arrive très régulièrement. La deuxième erreur, c'est au moment de la pose de la laminette. Okay. Qu'est-ce qui se passe ? C'est soit il y a trop de tension, soit il n'y en a pas assez. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut manipuler, qu'il faut essayer. En fait, il faut s'entraîner. Il faut faire des lignes et des lignes de pose de laminette, des mètres et des mètres. Mais en soi, en fait, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Donc en général, ce qui se passe, c'est que ce que j'appelle, ce que je dis clairement, c'est que ça dégueule. Donc ça se déforme. Et en fait, ça va pas venir vraiment se plaquer sur votre fesse, ça va venir faire des sortes de petites vagues. Ouais, ça bandole un peu, quoi. Exactement. Et c'est souvent au niveau de la fesse, au niveau du dos. Tout simplement, c'est parce que c'est des zones qui sont plus arrondies, déjà. Et donc, soit il y a plusieurs facteurs. Soit on n'a pas assez de données de tension. Mais il faut pas trop en donner, sinon on a un effet couche. Oui. Voilà. Clairement, c'est ça. Soit la pression de son pied n'a pas été bien réglée. Il y en a trop. Et du coup, forcément, si on a trop de pression, et bien ça vient appuyer sur la laminette, sur les tissus, et en plus de ça, on tire. Donc en fait, ça vient déformer le tout. Et donc, ça vient gondoler. Donc ça, il faut faire attention à ça. Faire attention à son... Océane nous rejoint. Attention à son pied. Donc c'est pour ça qu'en termes de pied, on peut naviguer. Et parfois, quand on peut pas régler la pression et qu'on a déjà un pied en plastique, je conseille de mettre un petit papier de soie. Parce que ça fonctionne bien. Ça évite que ça appuie un peu trop, que ça déforme trop. Par quelle raison ? Je ne sais pas, mais ça fonctionne. Donc, en général, voilà, ça aide vraiment la laminette. Il faut s'entraîner. C'est pas la première fois que vous avez posé une laminette que votre tour de cuisse va être sûr. Vraiment pas. C'est pas facile à gérer. Alors, il y en a qui donnent des dimensions, que ça soit sur des élastiques lingerie ou sur la laminette. Genre, votre tour de cuisse, il va être de temps. Alors, moi, personnellement, j'en mets pas. Pour une raison très simple, c'est-à-dire que chaque femme aime porter sa lingerie ou son maillot différemment. C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment se sentir très maintenue, et il y en a pas du tout. Et donc, du coup, ça va pas être le même métrage.
Et donc je préfère laisser le choix et surtout il faut s'entraîner. Donc oui, je sais pour vous entraîner aussi, pour savoir comment, en fait, quelle tension vous allez donner à votre élastique au fur et à mesure. Mais ça s'apprend, voilà, c'est la pratique et c'est pas premier coup parfois qu'on y arrive et c'est normal en soi. Mais voilà, je dirais que c'est souvent ça les erreurs. Donc le choix patron, matière, taille, voilà ce trio, et la fameuse pose de la minette où il faut faire attention. Donner un peu de tension mais pas trop, utiliser un pompier, pouvoir gérer si on peut la pression de son pied, et voilà, je dirais ça. Et je rajouterais que sur les machines FEF, c'est bien parce qu'il y a le double entraînement. Ça aide énormément. C'est toujours pas une pub, mais je trouve que le système est vraiment génial, quoi. Mais ça, c'est la vie. Hein. Oui. C'est vraiment je suis d'accord. Il existe, pour hors FAF, j'ai vu qu'il existait des pieds qu'on rajoute derrière, des doubles entraînements. Ben oui, ça, c'est bien de regarder, je pense, si ça existe, parce que ça peut faciliter ce genre de... Quand on veut pas racheter une machine, ce que je comprends, juste pour ce qu'ils appellent l'IDT. Oui. Mais il me semble que Brother, par exemple, ils font des pieds qui se rajoutent derrière. Alors oui, c'est beaucoup plus imposant, mais ça fonctionne. Parce que j'avais des personnes en atelier qui avaient ça. Et je me disais, c'est quoi ce gros truc derrière? Et en fait, c'est le double entraînement. Donc, en fonction des machines, en fonction des marques, je pense, ça dépend. Mais n'hésitez pas, du coup, à vous renseigner, savoir si ça se rajoute sur la machine, ça peut être super intéressant. Totalement. Échanger une pratique. Je sais pas si tu as d'autres... je vais couper, mais si tu as d'autres... sur les erreurs. Ouais, non, moi sur les erreurs, principalement ce qui revient le plus, c'est ça. Ouais. Parce que, voilà, bien sûr, faire une toile, hein, ça on l'a je le répète toujours, mais toujours c'est une évidence. Mais c'est souvent ça. Ouais, c'est ce qui revient le plus dans le maillot. Et on n'a pas parlé de la façon dont on choisit son patron, mais peut-être que tu as des conseils à nous donner, parce que là, j'avais dit que de sortir de sa zone de confort, c'est bien, mais parfois on a envie de choisir quelque chose qui colle parfaitement avec notre morphologie. Donc déjà, il faut connaître sa morphologie, c'est un autre sujet, mais est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour choisir son patron en fonction de ça? Ou pas forcément? Alors, moi, je suis toujours un peu... les fesses entre deux. C'est-à-dire que moi, en fait, je me dis que n'importe quelle morphologie, si tu as envie de porter quelque chose, tu le portes. Oui, je suis d'accord. Et j'aime pas dire tel patron, c'est pour tel morpho. Okay. J'ai un peu du mal avec ça, parce que je suis des femmes qui sont magnifiques, qui font du 60 et qui portent des trucs ultra moulants, ultra sexy, et ça leur va divinement bien, elles sont tellement sexy. Et en fait, je pense que c'est la façon dont on porte les choses, et dans l'inverse, on a des femmes qui sont très très minces et qui vont porter d'autres... Enfin, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'en fonction de ce que tu as envie, de ce que tu es, de ce que la façon dont tu vas oser, parce que c'est souvent ça en fait le problème, hein, c'est est-ce que je vais oser porter ça? Mais en fait, quand tu l'oses et que tu l'assumes, mais tu es magnifique. En fait, c'est ça. Je trouve ça... et du coup, j'arrive pas à catégoriser un patron sur telle morphologie. Moi, j'ai un peu de dire que ça, c'est pour quelqu'un qui va être très maigre. Ça, c'est parce que c'est un long buste. Ça, voilà, moi, je suis pas très fan de ça. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de choisir un patron qui va être plus adapté à ses besoins. Oui. Imaginons, très simple, je vais parler d'une chose très simple qui est concrète là, pour moi, c'est-à-dire que j'ai sorti 2 patrons de maillot de bain. Au niveau d'un haut, il y a le aqua, qui a un aspect un peu foulard, qui va venir englober. Et il y a le Castalia. Et en fait, le Castalia, quand je l'ai créé, je savais que je partais sur des petites poitrines. Parce qu'il serait pas... Alors bien sûr, une poitrine généreuse, elle peut le porter si elle veut, il n'y a aucun problème. Mais en fait, ça va lui faire mal, ça va lui scier parce qu'il va pas être assez large et le confort ne va pas être là. En termes de style, elle peut, mais c'est pour elle, je me dis, en termes de confort, ça risque de lui faire mal parce qu'elle va avoir une poitrine beaucoup plus généreuse. Du coup, ça va vraiment tomber sur le maillot. Alors oui, ça peut être ultra beau, ultra sexy, ça peut être canon, mais elle va pas se sentir bien et ça va la scier, ça va la blesser. Donc c'est vraiment pas le but d'un maillot de bain quand même. Et que le aqua, il va être adapté à petite ou poitrine plus généreuse pour le coup parce qu'il a ce côté foulard, le fait qu'il prenne bien toute la poitrine, là cet effet push-up et du coup pour moi il est plus adapté à différentes poitrines.
Donc en fait, en fonction du modèle, c'est ça qu'il faut regarder, je trouve, dans le maillot, ça va être peut-être la finition, et on sait si on a une petite poitrine ou une poitrine plus généreuse, ce dont on a besoin quand même. En termes de maintien, il y en a, elles adorent avoir en mode topless et tout, et ça leur blesse pas, ça leur fait pas mal au dos ni rien, et il y en a, au contraire, elles ont besoin d'énormément de maintien. Donc je pense que il faut prendre un modèle où on se dit, ok, j'ose, il est un peu sexy, il a un petit truc, mais en plus, il va pas me faire mal. Oui. Enfin, voilà, c'est quand même hyper ça important. Besoin, ouais. Après, par exemple, sur un petit bikini, donc un truc très simple, 2 petits triangles, c'est différent, par exemple, que le Castalia, parce que le Castalia, il a un effet croisé, et du coup, il va apporter une tension qui va se répartir partout, et c'est ça qui peut blesser une poitrine qui va être une poitrine plus généreuse. Alors, par exemple, le Perla, qui est un petit bikini, il va s'attacher au niveau du cou, au niveau du tour de sous-poitrine. Alors oui, tu n'as pas énormément de maintien, ça reste un bikini, mais il va pas te blesser. Oui. Donc en fait, c'est ça. Il faut, et ça c'est à force de se connaître, de connaître son corps, de savoir, ok, alors qu'est-ce que j'ai besoin? Là, je sais que ça peut me faire mal au niveau du cou. Par exemple, Claire, une de mes testeuses, une des muses, je sais qu'elle a du mal avec tout ce qui va s'attacher au niveau du cou. Parce qu'elle a super mal au niveau des trapèzes, ça la blesse en fait. Et donc elle va privilégier tous les modèles qui vont avoir plus un aspect bretelle en fait, droite. En fait voilà, donc plus on se connaît, plus on apprend à se connaître. Et c'est ça qui est un peu magique dans la couture du maillot de bain et de la lingerie. Plus on comprend ce dont on a besoin, et du coup quels patrons vont être plus adaptés à soi. Donc je réponds à moitié à ta question. Non mais c'est intéressant voilà. Parce que aussi... Parfois, on se pose la question, est-ce que je peux me permettre de coudre telle chose? Et c'est pas forcément une question d'esthétique, mais plus une question de est-ce qu'on se sentira confortable dedans. Exactement. Donc oui, ça répond à la question. Et on a chaque morphologie est complètement différente. On a toutes des besoins complètement différents, et c'est hyper important de les analyser, de les comprendre. Et c'est à force parfois de coudre certains modèles, on se dit, en fait, ça c'est pas du tout adapté pour moi. Et ça, oui. Voilà, il y a vraiment. Il y a vraiment, on est unique, donc il faut qu'on... Alors quand on peut, ce qui est bien, c'est de pouvoir, si on se sent capable parfois d'ajuster un maillot, qu'on se dit, ok, il est trop beau, mais je sais que ça, il faut que ce soit un peu plus large, et du coup on se lance un petit peu dans un petit modélisme, et bien tant mieux, allez-y, parce que du coup, moi je trouve ça génial quand je vois des patrons qui sont hackés, qui sont modifiés, je trouve ça trop bien. Ça vit, quoi. Il y a un truc qui vit. Mais voilà, je pense que c'est important de pas se mettre de barrière. Oui. J'ai beaucoup de femmes qui se mettent des barrières, et dans les deux sens, c'est-à-dire que je vais avoir, j'aime bien les produits mailles, j'aime bien les produits qui sont près du corps, parce que ça fait partie un peu de l'ADN aussi de la marque. Et donc, j'ai sorti à un moment des robes en mailles, on m'a dit, ou la Diosa, la dernière, là, oui, mais moi je vais pas oser, parce que j'ai des rondeurs. Et à l'inverse, je vais pas oser parce que je suis trop maigre. Et donc, en fait, c'est oser. À chaque fois, c'est le mot. Donc, c'est pas une question que ça va ou ça va pas. Ça va tout le monde. C'est juste, est-ce que vous osez, vous vous sentirez bien en osant, en mettant ça, en fait. Donc, voilà. C'est pas une question de morphologie, c'est une question d'envie, de personnalité. Après, moi, ça m'arrive aussi de coudre des choses et qu'on me dit, ah, mais moi, j'oserais pas porter. Mais en fait, je dis, si vous sentez pas de le porter comme ça dehors, au vu de tout le monde, pourquoi pas au moins essayer de le coudre, le porter un peu à la maison, après le porter en famille avec des gens avec qui on se sent bien et tout ça, voir si on se sent confortable avec, et petit à petit essayer de le porter dehors quand il y a du monde, voilà. Mais généralement, quand on se sent bien, après on a quand même envie de le porter. Et une fois qu'on l'a cousu, on se rend compte qu'on se sent bien dedans quand même. Exactement. Et c'est dommage de passer à côté, quoi. Tu as totalement raison, il y a les étapes par étapes. Et c'est un peu sur la même chose, je me permets de rajouter ça, mais c'est vrai que quand j'ai des clientes qui ont l'habitude de porter, qui vont être sur des hauts avec armature, que ce soit maillot de bain ou lingerie, qui me disent, ah non, mais moi, jamais sans armature, j'ai pas l'habitude, c'est pas possible. Et bien en fait, je leur dis, faites-vous un petit soutien-gorge sans armature et portez-le chez vous. Le dimanche, le soir. On en reparle dans le jardin. C'est clair. On en reparle. C'est-à-dire que parfois, oui, on a envie d'avoir de l'armature, on a envie du push, on a envie... et parfois, on se dit, mais pas du tout. Et en fait, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas d'armature que ça ne convient pas à certaines poitrines. Ça aussi, en fait, bien sûr que ça va être le choix du patron, mais surtout le choix de la matière, le choix des élastiques
qui vont faire que la personne elle va se sentir bien dedans. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'un patron il peut être excellent, mais si derrière les matières et les élastiques sont pas bons, c'est pas possible. C'est pour ça que voilà, l'idée quand on n'a pas l'habitude de coffrer ou de se faire vraiment aiguiller dans le sens où bien choisir le tout ensemble, c'est hyper important. Mais en fait, voilà, tout ça pour dire que faut pas se mettre de barrières et si on a envie d'oser, on peut y aller étape par étape. Et je trouve ça génial en fait d'y aller étape par étape. Et en fait, on va se rendre compte que tout est possible. Hein. Oui, je suis assez d'accord avec toi. On va revenir à plus précisément à ta marque, parce que tout à l'heure, donc, tu nous as pas mal parlé de l'eau, etc. Mais est-ce que tu peux nous dire comment, toi, tu crées tes collections? Est-ce que tu t'y prends longtemps à l'avance? Est-ce que c'est un détail qui t'inspire ou est-ce que tu y réfléchis longtemps? Enfin, voilà, nous parler un petit peu de ce qui t'inspire et de ton processus créatif un petit peu plus en détail. Alors, c'est une vaste question. J'espère que vous avez 3 heures devant vous. En fait, je peux fonctionner. C'est là où la création et je trouve que le cerveau est extrêmement magique. En fait, ça peut partir de rien. C'est-à-dire que, alors déjà de base, parce que je pense que c'est pas quelque chose, je réfléchis pas à ça en me disant, ok, alors mon ADN c'est le corps, l'eau, la femme, machin. En fait, ça fait partie vraiment de moi. C'est-à-dire que c'est moi, pour le coup, cette marque, je me suis mise un peu à nu, en fait, complètement. Et donc ça fait partie de moi. Donc ça fait partie du réflexe au niveau de la gymnastique du cerveau que j'ai un peu tout le temps. Mais ça, c'est à force aussi de pratiquer, à force de travailler aussi avec d'autres marques, avec sur des produits différents. Le cerveau on peut vraiment le modeler un peu comme on veut dans un sens, c'est-à-dire vraiment c'est des gymnastiques à réaliser et surtout au niveau de la création. Parce que parfois on me dit oui, j'ai pas d'idée, mais en fait c'est une gymnastique en fait à avoir. Donc en fait ça peut partir de rien, ça peut partir d'un son, d'une musique. J'adore la musique et c'est vrai que ça m'inspire énormément. Ça peut partir d'une pièce de théâtre, ça peut partir d'un spectacle de danse. Beaucoup la danse m'a énormément inspirée, m'inspire énormément dans mon travail. Ma sœur est danseuse professionnelle et j'ai eu la chance d'être telle une petite souris pendant très longtemps en backstage et de voir beaucoup de belles scènes et de la voir sur scène plein de fois et de voir un peu tout ce qui se passe derrière. Et c'est vrai que la danse, le mouvement, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc c'est lié à la musique. Voilà, il y a un truc qui est lié à la musique et je trouve que le mouvement, quand tu mélanges à l'eau, du coup il y a un trio qui se passe qui est plutôt pas mal. Donc ouais, ça peut partir de rien. J'ai beaucoup d'idées dans mon bain. Ok. Voilà, je suis dans mon bain, je suis dans l'eau, je suis tranquille. Dans un sens, c'est-à-dire que je suis pas en train de faire une autre tâche. Et souvent j'ai des idées qui viennent dans mon bain, donc dans l'eau. Voilà. Je sais pas si tu connais Fabien Olicard. Non. Mais je te conseille, j'ai entendu ce qu'il disait sur son dernier livre et justement il disait que on a souvent des idées dans la douche ou dans le bain parce qu'on n'a pas de distraction en fait. Ouais, c'est ça. Et qu'on n'a pas son téléphone sous la main, on n'a pas des écrans dans tous les sens. Et c'est le moment où on se pose vraiment et où les idées nous viennent. Donc c'est typiquement dans le bain, aux toilettes. C'est vrai. Mais voilà. Non, mais oui, t'as totalement raison, c'est exactement ça. Et il disait aussi dans son livre, tu sais, ça m'a fait penser à ça au début, que par rapport au fait que tu avais mis 1 mois et demi, tu sais, pour créer ta marque, qu'il y a une théorie qui existe, qu'une tâche te prend le temps qu'on te donne pour la faire. C'est-à-dire que si on te donne 6 mois, tu mets 6 mois. Si on te donne... C'est vrai. Voilà, c'est hyper intéressant, je trouve. Bref, voilà, c'est vrai. C'est une parenthèse fermée, mais... Donc voilà, donc en fait là c'est ça, la création, moi voilà, bien dans le bain, mais c'est vrai que tu as raison, il n'y a pas de distraction en fait. Tu peux être vraiment seul avec toi-même, un peu en introspection et tu réfléchis un peu à tout, il y a un peu tout qui vient. Donc voilà, donc ça peut partir de n'importe quoi au final, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui reviennent souvent. Et après j'essaye en fait d'écrire, d'avoir un fil rouge. Un peu ce fil d'Ariane là qui va se construire au fur et à mesure. Et en fait, c'est le moment, je trouve, le plus enrichissant en fait dans la création. C'est tout ce qu'il y a
avant. C'est tout moment, on va faire cette gymnastique et en fait, parfois on part sur une idée, on dit, ça va pas être du tout. On recommence, voilà, comment je peux faire pour venir apporter quelque chose de différent, parce que le but, c'est toujours se réinventer. C'est dur, hein, de se réinventer. Et en fait, on se réinvente pas vraiment, c'est-à-dire qu'on s'inspire forcément de quelque chose, qu'on vient changer, qu'on vient moduler et le mettre à son ADN, à ce que nous, ça peut représenter à nos yeux. Et donc, c'est vrai que ce processus, il peut être très long. Ce que j'ai fait dans ma dernière collection, et je me suis amusée à faire ça, et du coup, je vais le faire maintenant, c'est-à-dire que j'ai essayé de me filmer à plein d'étapes différentes de ma création. Et je l'ai mis sur les réseaux, parce que je trouvais ça hyper intéressant, en fait, je suis partie d'une vidéo de danse, d'une artiste, une chanteuse. J'ai essayé de mélanger les deux. Enfin, l'idée, c'est de venir créer un fil rouge. Alors au début, c'est très fouillis, c'est-à-dire qu'on est sur un énorme entonnoir, on est au tout début, là, il y a beaucoup de choses, et le but, c'est de d'écrémer, et d'arriver à l'essence même, en fait, de sa création et de ses idées. Mais ça peut durer, alors parfois, ça va être hyper rapide, c'est-à-dire qu'en 1 mois, c'est fait, parfois, il faut 6 mois, voire plus. Pareil, voilà. En fonction du temps, peut-être qu'on a. Ça peut, ça peut changer. Après, oui, ça dépend aussi de si ça nous inspire plus ou moins, peut-être. Totalement. Mais je pense que s'il y en a qui veulent se lancer comme ça, parfois dans la création, dans des démarches créatives, il faut vraiment partir de quelque chose qui nous parle. C'est hyper important. Je pense qu'on n'arrive pas... Moi, je sais que j'arrive pas à créer si je pars de quelque chose qui ne m'inspire pas du tout ou qui me parle pas. C'est super dur. Alors, on peut trouver, mais en soi, ça va pas m'animer. C'est-à-dire, je vais pas avoir les petits papillons dans le ventre et le cœur qui s'emballe, rien qu'en pensant au shooting photo, par exemple. Donc c'est vrai que je commence comme ça, je commence à créer un peu ma petite toile d'araignée, essayer de créer, d'essayer de dessiner un univers avec des mots-clés, avec des choses qui ressortent. Et après j'essaye de trouver les tissus qui vont, parce que moi c'est hyper important, qui vont aussi aller dans cet univers-là. Parfois même avant de dessiner. D'accord. Et parfois même les tissus sont au début. D'accord. Parce que je travaille du second circuit. Donc je fais pas de production ou très peu, ou quand je fais des productions c'est parce que c'est un peu exclusif, c'est un peu comme je travaille avec Carole Rampinetta là sur un motif de rose. Donc là c'est encore différent, mais sinon donc en fait il faut que, parce que je peux partir dans une idée, ce qui m'est déjà arrivé plein de fois, et de pas trouver de tissus qui vont avec mon idée. D'accord. En termes de colorimétrie, en termes de texture, et donc il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui corresponde, qui aille ensemble. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je travaille en parallèle, où ça part, dès le départ, je pars d'un tissu, je me dis bon, attends, peut-être tisser quelque chose par rapport à ce tissu-là, au motif, aux couleurs. Et au fur et à mesure, en fait, je viens... je dessine. Voilà, je dessine énormément, et en fait j'écrème, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai dessiné, j'ai quelques produits qui vont me parler forcément plus. Et à chaque fois que je dessine, j'essaye de me dire, ok, je pense à tout le monde. Je pense pas forcément petite, poitrine. Moi, quand je parle, c'est surtout ça, surtout sur les hauts. C'est-à-dire que pour moi, une poitrine généreuse, elle a besoin de tel maintien. Une petite poitrine, elle a parfois pas besoin de maintien du tout. Mais il faut essayer de trouver un patron qui puisse s'adapter à un maximum de morphologie. Et ça, c'est pas évident, parce que parfois, je fais des patrons, mais je sais qu'un 34 va pas le porter. Et à l'inverse. Oui. Et c'est compliqué, parce que moi, c'est pas évident. Quand on décide de faire ça, c'est pas évident. Et moi, j'aime pas me dire que je fais une gamme pour telle taille et une gamme pour telle taille. D'accord. J'y arrive pas. Peut-être qu'un jour, je serai obligée. Parce que certains produits, c'est sûr que certains produits, il faut, mais sur des produits un peu plus... il n'y a pas d'armature, où il n'y a pas de bustier, il n'y a pas de baleine, il n'y a pas tout ça. Je pense qu'on peut se permettre d'essayer de faire des modèles qui soient un maximum adaptés à tout le monde. À toutes les femmes, à toutes les morphologies. Donc, c'est ce qui est le plus dur. C'est de, parfois, on est sur un dessin, on se dit, ah, c'est canon, ça va pas le faire, ça va pas plaire du tout à tout le monde. Donc, il faut le retravailler, et c'est beaucoup de croquis et peu de sélectionnés à la fin, tu vois. C'est un peu ça. Même si au début, il y en a quand même beaucoup, et je me dis, il y a peut-être un peu trop dans la collection, Charlotte, tu vas pas y arriver. On réduit. Oui, parce qu'il y a une contrainte de temps pour développer après. Exactement. C'est exactement ça. Il y a le temps, l'argent. Parce que derrière, il faut les faire grader. Oui, c'est sûr. Faut imaginer toutes les... Moi, comme je sors des coffrets en général, donc toutes les matières qui vont aller avec ces coffrets-là, avec ces produits, donc il faut acheter les matières. Donc il y a aussi ça, il y a une question de économique, financière, pour le coup, qui est hyper importante dans une boîte. Et donc
Donc voilà un peu, donc j'ai mes idées, je dessine, je sélectionne, et après vient la phase de prototype, où là le produit peut encore changer, c'est-à-dire qu'il peut être annulé. D'accord. Et jusqu'au dernier moment, il peut être annulé, et parce que j'ai pas la bonne matière, parce que j'ai pas trouvé, et du coup je ne sors pas un patron s'il y a pas la bonne matière qui va avec, je préfère le repousser à plus tard. Ou alors en fait je me rends compte que ça va pas, c'est pas adapté, et j'essaye après un maximum de les tester dans la vraie vie, hein, tout simplement, donc de le porter au quotidien. Et pour les maillots, c'est très important, c'est de les tester en situation, donc à l'océan quand on le peut, à la mer, en piscine. Alors quand on peut pas, moi je fais un maximum dans les piscines, dans les baignoires, en fait, tout simplement, dans sa baignoire. Mais à la piscine municipale, l'hiver, on y va, et puis on nage, quoi. On y va, on saute, on fait, pour voir comment en fait le tissu bouge, parce qu'un tissu mouillé va être différent. Donc il faut pouvoir aussi adapter du coup le patron. Donc ça c'est important. Mais en fait la démarche créative, elle est tellement enrichissante, j'aime tellement ça, parce que tu commences à une idée et en fait tu vas chercher une autre qui va t'amener à une autre idée, etc., etc. Et en fait tu finis avec un truc, waouh, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Et ça c'est vivant, quoi. Ça fait du bien, et c'est ce que je crois j'aime le plus dans mon métier, c'est la création. Que ça soit la création de moodboard, de créer des univers juste de tissus. Là, on est où là? On est en train de se promener en forêt, on est en train de s'installer sur le bord d'un ruisseau, donc on a telle couleur. On a un papillon jaune qui vient. Tiens, on va mettre une matière jaune. Tu vois, c'est créer une histoire. J'adore les histoires parce que ça me fait penser, je pense, au spectacle, au milieu de la danse. Il y a une histoire à chaque fois. Parfois qu'on comprend, parfois qu'on comprend pas, parfois qu'il y a un petit peu qui va loin, mais il y a toujours un message, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et je trouve que c'est hyper important de pouvoir transporter des gens avec un vêtement. Pas juste aller dans un magasin et acheter un t-shirt, ou, tu vois. On a la chance de faire un métier qui est créatif. On a des personnes qui vont créer, puisqu'elles vont venir coudre le produit derrière, et de dire, attends, on va les faire voyager de A à Z. Ça, moi, c'est ce qui m'anime. Donc, de trouver toujours l'idée j'essaye de trouver des histoires, de créer des histoires pour tout. Parce que je crois que c'est ça qui me fait kiffer, en fait, c'est ça, c'est le critère. Alors, malheureusement, c'est pas 80% de mon temps, clairement pas. Ça doit être 20% de mon temps, et encore. Mais en tout cas, c'est ce qui me motive à chaque fois, on va dire, à créer aussi des nouvelles collections. Et ça va, en général, on s'arrête pas là, c'est-à-dire derrière, il y a le shooting, et pour moi, c'est quelque chose de très important. L'image est importante, l'image d'une marque, mais l'image d'un produit, c'est-à-dire que tu peux faire le meilleur produit au monde, mais si derrière tu fais pas des photos ou de la vidéo qui mettent en avant ton produit, malheureusement ça va pas fonctionner. Et c'est hyper important, je pense que tu le sais, tu vois, c'est hyper important de mettre en avant un produit, et surtout que ça soit cohérent avec l'histoire que tu décides en fait de créer autour. Et ça j'adore, c'est-à-dire que les shootings créés, j'amène le groupe de muses, de testeuses avec moi, et elles partent avec moi aussi dans mes délires, et de se baigner même si l'eau est très froide. Mais en fait j'adore embarquer du monde. J'ai la chance de pouvoir travailler avec ces femmes aussi exceptionnelles qui font partie complètement aussi de ma démarche créative. C'est-à-dire que quand je crée, je pense aux femmes, je pense aux muses, parce que parfois aussi elles me disent « Oh Charlotte, ça ferait bien peut-être quelque chose un peu comme ça. » Donc je les écoute aussi, ce dont elles ont envie de porter, d'avoir, de coudre. Parfois elles me disent « Mais tiens, ça serait peut-être bien d'avoir quelque chose de plus compliqué, plus complexe. » Ah oui, effectivement, on pourrait faire un niveau intermédiaire. Donc en fait, elles m'aident énormément au quotidien, parce qu'on s'écrit absolument tous les jours. Et maintenant, elles font partie complètement de l'histoire de chaque grosse collection, quoi. Voilà. À la prochaine, je sais qu'on va parler des projets futurs, mais la prochaine collection... Vas-y, tu peux enchaîner si tu veux. La prochaine collection, là, en fait, cette année, je crois que c'est la première année où on arrive à peu près à prendre un peu d'avance, vraiment. D'accord. Alors, les grosses collections, c'est 6 mois avant, minimum, depuis le départ. Et après, il y a les petits produits qui viennent entre. Donc, moi, mes grosses collections, c'est souvent maillot de bain et hiver, donc au niveau des fêtes, tout ça. Et j'aime bien créer d'autres patrons, bien sûr, des produits qui vont être soit très axés lingerie, soit très beachwear. Enfin, voilà, pour le coup, il y a plein de choses autour. Mais ces 2 grosses collections, c'est 6 mois à peu près à l'avance. Donc là, on travaille sur le prochain projet de novembre, collection fête. On a déjà booké le studio photo, donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment fait en amont, et
alors je veux pas trop en dire, mais voilà, on va parler du reflet. D'accord. Voilà. Mais le reflet, c'est vaste. C'est très vaste. Donc très ça vaste. peut laisser Voilà. notre imagination tourner. Mais c'est vrai que j'adore ça. En fait, j'adore la création et c'est ce qui. Mais ça va être la création qui va être pour du produit, mais qui va être aussi sur de la communication. Alors, à la base, c'est pas du tout mon métier. On apprend sur le tas, parce que quand on a une entreprise, on est à la fois la comptable, à la fois on fait le community manager, c'est ça. À la fois on va faire le ménage, parce qu'il faut faire le ménage aussi dans son bureau, à la fois on va préparer des colis, enfin, il faut être, on est plein de femmes en une, et ça, je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'on est une multitude de personnes, c'est très enrichissant. Il y a pas longtemps, on m'a demandé, je sais plus comment on m'a demandé ça, mais on m'a demandé si les choses que je faisais, que j'aimais le moins dans mon métier. Donc moi, je vais plutôt dire tout ce qui va être l'administration, tout ça, parce que c'est pas mon métier, mais il faut le faire. En gros, si je devais les éliminer, est-ce que j'enlèverais ? Et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, c'est ce qui fait aussi qu'on apprécie ces moments de création derrière ces autres moments. Et je pense que pour essayer d'avoir une boîte, on se maintient le mieux, mais à bout d'un moment, peut-être qu'on peut plus, et c'est totalement normal quand on a, je sais pas combien de personnes, mais d'avoir toujours un pied, en fait, même dans les choses qu'on aime un peu moins, parce que ça fait partie de la vie, c'est normal. Je trouve que c'est totalement normal. Mais voilà, ça permet aussi de se dire, quand on crée, c'est bon, c'est maintenant. Petit moment de bulle. Mais ouais, après, c'est vrai qu'Océane me voit beaucoup, pour le coup, créer. Et, en général, je suis étalée, j'ai des tissus partout, j'ai des bouts d'idées, des mood boards. En fait, j'aime m'étaler, avoir ma musique. Et surtout, en fait, moi, il faut que je sois dans ma bulle. Je sais pas créer si j'ai du monde autour de moi. Donc j'ai besoin d'être seule avec moi-même et d'où le bain. D'où le bain. Et c'est important en fait pour réfléchir. Et en fait la création, on se dit pas tiens aujourd'hui je vais travailler 1 heure dessus. En fait ça se fait au fur et à mesure. Chaque jour, parfois il y a des jours où on va pas y arriver. On va vraiment pas y arriver. On se dit bon ok c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain au pire. Et parfois tu sais pas pourquoi tu as passé 5 jours que là-dessus et ça va le faire. C'est très aléatoire, il faut l'accepter, il faut le comprendre. Et en fait, au fur et à mesure, tu dis, ok, c'est parti, je passe 4 jours et je fais que ça. Et parfois, j'arrête ce que je fais, c'est bon, j'ai une idée et je me focus là-dessus. C'est très variant, hein, pour le coup. Mais voilà. Mais c'est super intéressant. Merci d'avoir partagé. Et du coup, comme je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui sont aussi entrepreneurs, est-ce que tu aurais peut-être des conseils, soit pour se lancer ou des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne? Mais voilà, c'était super intéressant aussi de savoir ces détails, par exemple sur l'administratif et tout ça, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parfois quand on veut se lancer que y a pas que le côté brillant et les paillettes. Pas du tout. Pas du tout. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est important de bien s'entourer. Alors ça dépend quel statut on a, parce que il y a différents statuts. Bon, on est en micro-entreprise au début. Enfin, je trouve que la micro-entreprise, on peut très bien la gérer toute seule. Tout seul, moi j'ai aussi une micro à côté depuis des années. Après, quand on commence à avoir par exemple une société, une SAS ou ce genre de statut-là, de toute façon, il y a des choses où on ne peut pas faire tout seul. C'est-à-dire que j'ai un expert comptable, j'ai un avocat. Enfin, je suis pas avocate, je suis pas expert comptable. Je fais la petite comptabilité, ce qu'on va dire, mais je fais pas elle tout ce qu'elle fait. C'est hyper important, je trouve, d'avoir des gens qui nous entourent, qui nous veulent du bien dans notre entreprise et qui veulent que l'entreprise grandisse, évolue. C'est vraiment important de vraiment bien s'entourer, parce que si on s'entoure mal, ça peut être complexe par la suite. Donc voilà, de trouver les bonnes personnes qui vont nous accompagner sur ce chemin-là. Mais ce chemin-là, il ne va pas être droit. Ça, c'est sûr. Et tant mieux. En fait, par l'expérience, parce que je me suis mangé beaucoup de murs. J'ai eu des échecs. Et en fait, je les regrette absolument pas. C'est-à-dire que chaque échec m'a appris. En fait, c'est pas vraiment un échec. Pour moi, c'est un apprentissage. C'est une marche qu'on monte, tout simplement. On l'a un petit peu trébuché, mais on est quand même monté. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on a appris pourquoi on a trébuché. On a appris pourquoi. Et ça, c'est vraiment important de faire des erreurs et d'avoir des échecs, parce que ça nous permet de travailler différemment et de faire des choses qui sont complètement différentes, parce qu'on va se dire ah oui c'est vrai, il s'est passé ça, donc
je vais faire les choses comme ça. Et en fait, ça s'apprend au fur et à mesure. C'est comme des sorties. En fait, au début, on se dit sortie de coffret de patron. Oui. On part sur un truc, on dit non, ça va être très bien, machin. Même pareil en communication. Et en fait, on se rend compte que non, et que surtout, ça évolue. Parfois, il faut changer l'heure, parfois, il faut changer sa façon de communiquer, parce que les gens évoluent, parce que les plateformes évoluent. Donc, en fait, c'est un peu ça, une boîte. C'est-à-dire que faut être un peu... En fait, tu peux pas te reposer sur tes acquis. Et t'es toujours un peu sur le qui-vive. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? C'est un peu trop calme à mon goût. Donc, je dirais bien s'entourer. Et donc, c'est en permanence trouver des solutions. Parce que tous les jours, il se passe quelque chose dans une boîte. Il n'y a pas, c'est rare une journée où il se passe rien. Mais pas forcément par des choses qu'on a mal faites, tu vois, qu'on a eu un problème. Ça peut être ton logicien, ça peut être la poste, ça peut être un problème de tissu. En fait, tu te rends compte que tu n'as pas le bon métrage, mais tu avais commandé ça. Enfin, c'est ça une boîte. Et comme tu dis, c'est pas les paillettes, tout le temps. Les paillettes, c'est peut-être 10 ou 20%. Et encore, c'est beaucoup. Le reste, c'est de la faire vivre. Et ça, j'ai appris parce que pour le coup, on n'apprend pas à rentrer comme ça dans l'entrepreneuriat. T'es lâché, tu sais pas où tu es. Et moi, j'apprends absolument tous les jours. Je me plante tous les jours. Il y a des réussites ou pas. Et en fait, je trouve que c'est très dur. Moi, je suis quelqu'un qui suis extrêmement hypersensible. Et quand j'ai une cliente qui est pas satisfaite ou quoi, c'est très dur pour moi de... Pas quand je me dis j'accepte pas l'échec, c'est que je me dis merde, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Quoi. Ouais, j'ai mal fait. Et c'est pas le but. On essaye de faire au mieux, mais on est humain. Donc parfois, oui, il se passer des petites choses. Mais ça, c'est difficile à l'accepter en disant j'ai pas bien fait mon travail. Surtout quand on y a mis tout son cœur, parce que c'est vrai que je travaille avec d'autres marques et parfois, quand on est en coulisses et qu'on voit le retour des gens, alors qu'on est persuadé qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, c'est horrible. Dur. Ouais. C'est dur. Ouais. Et moi, ça me déchire le cœur, parfois. Je trouve ça très, très dur. Mais ça fait partie d'une boîte. Oui, ça fait partie. Et donc, en permanence, de trouver des solutions. Et je dirais une chose, parce que ça, on me l'a dit, et ça m'a beaucoup aidée. D'accord. C'est rarement le plan A. Mais c'est tous les autres plans. Voilà, il y a 26 lettres, donc faut prendre les autres. Si c'est pas le plan A, c'est que ça devait pas être le plan A. En fait, c'est que ça devait être les autres plans. On a jusqu'à Z, exactement. Donc, on peut avoir une multitude de plans. Et en fait, c'est hyper important parce que parfois, on est focus sur un truc genre, ça sera comme ça et pas autrement. Et si c'est pas autrement, si c'est pas comme ça, tant pis, je le fais pas. Mais non, en fait, je pense qu'il faut... en fait, on se dit, on veut être carré, mais parfois, on l'est trop et... Il faut s'ouvrir et se dire, ok, alors ça ne peut pas fonctionner pour X raisons. Quelles sont les solutions ? Quels sont les différents plans ? Et en fait, plus tu as de plans, alors pas non plus 40 000, mais si tu as un plan déjà de secours, voire deux, mais déjà ça te soulage mentalement et tout. Tu te dis, ok, ça n'a pas fonctionné. Hop, j'active, j'ouvre mon deuxième plan. Et ça, c'est hyper important parce que s'il y a des mois qui vont moins fonctionner aussi dans une boîte où la trésorerie va être beaucoup plus basse, il faut se dire... Oui, mince, c'est pas lisse. C'est pas exactement, c'est jamais lisse. Et tu dis ok, sauf qu'à la fin, il faut que je paye parfois 2 personnes, mes charges, tout. Ça représente tant. Qu'est-ce que je peux faire comme levier ? Tout simplement pour arriver juste à un niveau où je puisse payer tout le monde. Et ça, c'est hyper important et ça fait partie d'une boîte, quoi, en fait, tout simplement. Alors oui, on est créatrice de contenu, de patron, on adore ce qu'on fait, mais à côté de ça, on gère aussi des boîtes. Et ça, c'est important. Oui, c'est important parce que c'est vrai que... Enfin, moi, perso, ça m'arrive souvent qu'on me demande si je vis de ce que je fais. Mais je dis que quand on se lance, c'est hyper important de calculer comment on va en vivre, quoi. Parce que sinon, déjà, on s'écœure, en fait, je trouve. Complètement. On s'écœure super rapidement et on a l'impression de faire tout ce qu'on fait dans le vent. Et c'est pas motivant. On n'a pas envie de chercher d'autres ressources pour aller plus loin et tout ça. Donc, avant de se lancer, il faut déjà savoir, en fait... comment on va gagner sa vie, quoi. Et même si c'est pas le plan A, faut quand même le... Exactement. C'est ça. Voilà, je pense que c'est mes petits conseils. Et puis, si on doit dire le dernier, c'est ne jamais se décourager. Parce que quand on a une boîte, on est vite découragé, parfois par des choses. Hein. Parfois, on n'a qu'une envie, c'est fermer son ordinateur et ne jamais revenir au bureau. Parce qu'on en a marre, parce qu'on est fatigué moralement, on est épuisé.
parce qu'on a mis tout son âme dans quelque chose et on a un retour négatif et pour nous c'est la fin du monde et c'est dur de prendre du recul là-dessus, je trouve. Mais en fait il faut se dire ok, je vais te montrer de quoi je suis capable et toujours rebondir. Alors c'est épuisant parfois, mais alors je pense qu'il y a des personnalités qui sont peut-être plus que d'autres. J'ai remarqué ça autour de moi, même dans ma famille, je vois bien. Mais je me dis toujours que quand on a touché le fond, t'as deux choix. Soit tu t'enterres, soit tu mets un petit coup de pied et tu remontes. Voilà. Et c'est le seul truc que je peux conseiller, c'est de mettre ce petit coup de pied et toujours remonter. Et c'est une entreprise, c'est des montagnes russes. Je pense qu'Océane, elle m'a vu 1000 fois pleurer, 1000 fois rire et être hyper heureuse. Et c'est ce qui fait le charme d'une entreprise et de ce qu'on vit dedans, quoi. Ouais. Donc voilà. Et puis après, moi, j'ai la chance aussi. J'ai parlé des muses, mais j'ai parlé aussi. Enfin, j'ai pas encore trop parlé d'Océane, mais de pouvoir aussi après déléguer, de pouvoir quand on commence à pouvoir vivre son entreprise, comment elle peut vivre, on peut investir. Donc investir veut dire pas forcément investir dans des matières, mais c'est investir dans du personnel, donc investir dans des gens. Et j'ai eu la chance de rencontrer Océane. Elle a changé de vie pour venir à Paris quand même, pour la boîte, pour la marque. Et pour moi, c'était une gage de fidélité, d'envie. Son prénom était prédestiné à travailler avec ça. Exactement, c'est vrai. Et c'est vrai qu'elle prend de plus en plus de place aussi dans la société, elle va faire de plus en plus de choses. Elle commence aussi à modéliser certains patrons. Donc voilà, c'est l'avantage d'une bébé entreprise, c'est qu'on peut grandir comme on veut. Comme on peut décider de tout stopper, clairement, comme on peut se dire, ok, on va dépasser le million, tu vois, par exemple. Je rassure tout le monde, pour l'instant, je ne suis pas encore au million. Mais ça peut être un objectif qui te donne envie d'aller de l'avant aussi, quoi. En fait, quand on voit grandir sa boîte, forcément, ça, comme tu disais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est écœuré. On se dit, on bosse et on se fatigue, mais en fait, pourquoi je travaille ? Et c'est super dur, parce qu'on peut ramer pendant des années. Et c'est normal, j'ai ramé pendant des années. Et il y a des mois où on rame, voilà, c'est toujours le cas. Mais quand on a une petite victoire, ça, je trouve que ça permet de dire, ok, allez, on va chercher la prochaine victoire. Et c'est ça qui est cool. Ce sera le mot de la fin, je pense. Parce que je t'ai dit, ça peut durer 4 heures avec moi. Je pense qu'on a déjà plus d'1 heure. On a déjà dépassé 1 heure. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à toi, Elodie. C'était trop bien. Ouais. Et à bientôt pour un autre épisode sur autre chose que le maillot. Mais j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser peut-être à Charlotte ou à moi. Avec grand plaisir. On se passera les questions si elles arrivent. Merci. Je te remercie beaucoup, Elodie. Voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci de votre écoute. On espère que vous avez adoré cette pause avec nous. Si le son de notre voix vous manque déjà, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes. Merci pour votre fidélité et si le podcast vous a plu, sachez que votre soutien est précieux et qu'on apprécierait énormément que vous nous mettiez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. À bientôt. Salut!